Sur une base militaire, une équipe spécialement entraînée se prépare pour se rendre au fin fond du désert de l'Utah, en plein cœur de la nuit. Leur mission ? Accueillir un voyageur venu de l'espace. Un voyageur qui revient d'un périple de 7 ans, après avoir parcouru près de 5 milliards de kilomètres, et porteur d'une précieuse cargaison, des particules du début des temps, des échantillons de poussière de comètes. C'est la dernière phase d'une mission de 7 ans et le moment le plus critique. Un petit engin spatial, pas plus grand qu'une valise, va revenir sur Terre avec un trésor cosmique de la nuit des temps. Mission Stardust, lancée par la NASA, est censée contenir des grains intacts de poussière cométaire qui apporteront peut-être une réponse au mystère des origines de la vie. Le travail des scientifiques du monde entier est en jeu. La mission Stardust sera-t-elle un succès ? La capsule survivra-t-elle à son retour sur Terre avec un contenu intact? Pour ces deux hommes, l'enjeu est de taille. Ils veulent être les premiers à mettre la main sur d'intactes particules de poussière cométaire. Donald Brownlee et Tom Duxbury ont passé plus de 10 ans de leur carrière sur cette mission, et c'est maintenant la dernière ligne droite. Ça fait près de 10 ans qu'on travaille sur cette mission. Demandez à une maman comment ce jour semblait si loin. C'est une mission hors du commun. Stardust a effectué plus de kilomètres que toutes les autres missions de retour d'échantillons. Cette capsule sera l'objet le plus rapide, conçu par l'homme, à avoir traversé l'atmosphère terrestre. Et c'est la première tentative de prélèvement de comètes qui permettra de brosser un portrait de notre système solaire au tout début des temps. Certains des échantillons qu'on collecte sont plus vieux que le Soleil, que l'apparition des planètes. Nos grains de poussière interstellaire se sont incorporés au système solaire et aux comètes, il s'est formé. Les scientifiques espèrent que cette poussière de comètes fournira des informations sur l'origine du système solaire pour comprendre comment l'eau et la vie sont apparues sur notre planète. Le succès de cette mission repose sur cette sonde spatiale. L'homme responsable de la conception de cet engin s'appelle Joe Bellinga. La mission Stardust peut se résumer en un voyage de 7 ans de près de 5 milliards de kilomètres de la Floride à l'Utah contre avec une comète. Alan Chevron est le chef de l'équipe qui gère le vaisseau dans cette... C'est lui qui veille au bon fonctionnement de la sonde. La mission Stardust a été conçue comme une mission de 7 ans avec pour objectif de visiter la comète Wild 2, la survoler, collecter des particules de poussière, prendre des photos, faire un spectromètre de masse et ramener la capsule sur la Terre. Un sacré travail pour un engin pas plus gros qu'une cabine téléphonique. Ce vaisseau a été conçu pour consommer très peu d'énergie à cette distance. Il est également équipé de panneaux solaires assez grands et assez efficaces pour fournir l'énergie solaire nécessaire à une telle distance de la Terre. Tic est maximal. En termes de consommation énergétique, Stardust consomme en gros 180 watts. Autrement dit, le sèche-cheveux qu'on utilise tous les matins consomme quasiment 5 fois plus que ce vaisseau spatial. Petit et efficace, mais Stardust doit être résistant pour s'aventurer dans l'environnement dangereux qu'est l'espace. Des phénomènes imprévisibles, comme les éruptions solaires, peuvent ravager l'électronique et paralyser le vaisseau. Il est donc primordial de trouver le chemin le plus rapide pour regagner. 0 et décollage de la sonde spatiale Stardust. Avant que le vaisseau ne quitte le sol, il faut avoir mis au point un plan de vol pour intercepter une comète en mouvement et retourner intact sur la Terre. C'est l'image d'un frisbee qu'on se lance à soi-même. Il faut viser l'endroit où vous pensez être 7 ans plus tard. Pour arriver à destination, tour du Soleil. Lors de son second tour, il utilise l'assistant Nell pour se rendre jusqu'à mi-chemin de Jupiter, où passe justement la comète Wild 2. Il n'y a pas d'humain à bord de cette mission. Shyam Bhaskaran pilote donc la sonde depuis la Terre. On a comme une carte géante sous les yeux. On regarde les données qui émanent de la sonde et qui sont repérées par nos stations de l'eau exact où se trouve le vaisseau.
On sait où il doit aller, donc on planifie ensuite des manœuvres d'exécution pour diriger le vaisseau là où il doit se rendre. Shyam actionne régulièrement des propulseurs pour jouer sur la vitesse et la dire un rien près. La cible est complètement manquée. Même si on sait assez bien où saut à un moment donné, prédire exactement où il va aller est plus difficile, car de petites forces agissent continuellement sur le vaisseau. En janvier 2004, Stardust a pu photographier sa cible de façon extrêmement détaillée. Ce qui est intéressant quand on survole une comète, c'est qu'on ne sait pas s'attendre. Personne n'a jamais vraiment vu cette comète. On a hâte de la découvrir. Les scientifiques ne sont pas déçus. La surface de la comète est truffée de cratères, d'étranges escarpements, de jets de gaz, de cavités et de falaises difformes. Stardust n'est pas seulement là pour prendre des photos. Sa véritable mission est de collecter des particules de la comète et de les rapporter sur Terre. Toutes les photos de comètes qu'on a pu voir ne sont pas véritablement à l'image des comètes. Ce n'est pas la comète que l'on voit sur la photo, même si c'est ce qui est écrit dans les livres. C'est la comète en train de se désintégrer. On voit la queue, on voit la chevelure, mais on n'en voit pas le noyau. Les comètes sont des vestiges figés dans le temps de la formation du système solaire. Ils ne restent glacés que quand elles sont loin du Soleil. Le spectacle que l'on voit dans le ciel et que l'on appelle Tègre à cause de la chaleur du Soleil. Cette chaleur volatilise la glace sous forme de gaz, libérant du même coup de la poussière, appelée poussière cométaire. Une comète active est un beau spectacle depuis la Terre. Mais certaines de ces particules sont en mesure de détruire un endroit. Stardust collecte des particules, il faut que la comète soit active. On sacrifie donc la sécurité au bénéfice de la science. On essaie de survoler la comète à une distance permettant d'y des particules, mais pas trop près non plus, pour minimiser le risque de percuter par une particule assez grosse pour détruire. Tel un chevalier du Moyen-Âge, le vaisseau est équipé de protection appelée bouclier Whipple. Le vaisseau est équipé d'un bouclier météorique qui fait exploser les particules. Après, on a 3 couches de Nextel, c'est-à-dire une fibre céramique. Ensuite, on arrive aux panneaux vaisseau, autrement dit, les panneaux solaires. Caché derrière son bouclier, le vaisseau traverse une tempête de particules. Pour notre plus grand plaisir, la sonde a réussi à traverser cet environnement extrêmement hostile, composé de particules de poussière percutant de plein fouet notre vaisseau, à une vitesse équivalente 10 fois celle d'une balle. C'est justement ce que cherche Stardust. Pour les capturer sans se faire pulvériser, une stratégie a été mise au point. L'aérogel est le matériau clé de Stardust. C'est notre collecteur de poussière. L'aérogel a des cas légers au monde. Voilà un bloc d'aérogel. Il est à taille et des mêmes dimensions que les blocs d'aérogel utilisés pour la mission Stardust. Il est composé de 99% d'air et de 1% d'air. Composé quasi exclusivement d'air, et pourtant très résistant, l'aérogel se comporte comme un filet à papillons dans l'espace. En gros, les particules arrivent à une vitesse de 5 à 6 km par seconde. Ce qui se passe, c'est que quand elles heurtent l'aérogel, elles s'y incrustent. L'image que je donne généralement, c'est celle d'une balle qui s'enfonce dans une botte de foin. Tandis qu'elles pénètrent dans l'aérogel, les particules créent une trace en forme de carotte. L'aérogel fond et forme une bulle de verre. Elles sont conservées intactes. Elles sont préservées. L'aile est placée dans une espèce de bac à glaçons en forme de raquette de tennis. La sonde expose cette raquette aux particules qu'elle rencontre, collecte des échantillons et scelle le tout en son sein. On a opté pour un modèle type coquille. La coquille s'ouvre à la façon d'une palourde. De cette manière, on a une étanchéité uniforme tout autour de la circonférence de la capsule. En somme, Stardust va rapporter une pincée de poussière cométaire. Mais cette mine potentielle d'informations fait languir les scientifiques. À tout, ce sont les premiers échantillons à revenir sur Terre depuis les premières missions sur la Lune. Pour la première fois depuis les missions sur la Lune des années 1960 et 1970, une capsule spatiale rentre à vitesse grand V vers la Terre contenant des particules solides provenant de l'espace. Ce qui est fabuleux, c'est que la théorie et l'imagination ne comptent plus tant que ça quand on a l'échantillon entre les mains. Une analogie fascinante est celle d'Apollo. Sur la Lune, il y avait toutes sortes de théories sur l'histoire et la géologie de la Lune. Des échantillons de roches lunaires ont permis de résoudre ces questions. Cette fois-ci, place à un voyage de 7 ans jusqu'à la comète Wild 2 et un survol de la comète pour récolter des échantillons de poussière cométaire. C'est une odyssée
de près de 5 milliards de kilomètres appelée Stardust. Quand on observera ces particules fraîchement prélevées sur la comète, on essaiera de vérifier les théories dominantes stipulent que les comètes ont beaucoup apporté, notamment une grande partie de l'eau qui se trouve et une grande partie des constituants élémentaires nécessaires à la vie sur Terre. Nous pensons que tout ce qui est vivant sur Terre, les plantes, les animaux, sont issus de la poussière de comètes. Nous en sommes venus à penser que chaque atome sur Terre et chaque atome de notre corps, des chaises sur lesquelles nous nous asseyons, des voitures nous conduisons, tous ces atomes viennent de ces guerres, de grains de poussière interstellaire, avant la formation du système solaire. Mais la poussière de comète est partout. Il y a des tonnes et des tonnes de poussière cométaire qui tombent sur la surface de la Terre tous les jours. Milliards de kilomètres pour en récupérer un échantillon. Contrôle qualité. Un des problèmes, c'est qu'on ne sait pas de quelle comète viennent ces poussières, une fois le changement elles ont connu, dans la mesure où ces particules viennent de l'espace et ont traversé notre atmosphère. Les scientifiques veulent des échantillons pris à la source. Ces particules ont quitté la comète quelques heures seulement avant d'être capturées. Pour nous, c'est le principe même d'une expérience scientifique. On contrôle l'environnement. Les ions intacts n'ont pas été altérés par la chaleur ou par les rayons ultraviolets. Dans le cas des comètes, on s'attend à ce que la plupart des grains de poussière, puisqu'ils sont recueillis en marge du système solaire, très loin du Soleil et dans des conditions très froides, soient préservés. Ions conservés dans leurs conditions originelles. Ce qui explique que les scientifiques aient hâte de les étudier. Il y a toute une littérature sur la naissance qui retrace la formation du système solaire. La sonde qui a pris le chemin du retour sur Terre a fait bien plus qu'un petit tour de 7 ans dans l'espace. Stardust est allée jusqu'à mi-chemin de Jupiter, mais surtout, elle est allée en marge du système solaire, remontant d'années. C'est en ce sens qu'on a remonté le temps. Une comète, attrapée dans l'orbite du Soleil, est vouée à se désintégrer. Mais de nouvelles comètes apparaissent régulièrement. Cela donne l'impression d'un grand parking cosmique. Le réservoir de comètes classiques, c'est le nuage d'Oort, situé très très loin du Soleil, des milliers de fois plus loin du Soleil que la Terre ne l'est. Heureusement pour notre équipe, il y a un réservoir de comètes plus proche. Il y a un autre réservoir découvert plus récemment, appelé la ceinture de Kuiper. C'est une zone située au-delà de l'orbite de Neptune, zone dans laquelle se situe Pluton. Stardust avait rendez-vous avec une comète a priori issue de la survécue aux attaques de particules et aux éruptions. La sonde doit maintenant survivre à son retour sur Terre. On s'est assis autour d'une table et on a essayé d'envisager toutes les avaries qui pourraient arriver et empêcher la capsule de se détacher. On en a dénombré entre 300 et 360. Une des causes majeures d'échec, c'est la vitesse. Le retour est extrêmement rapide, beaucoup plus rapide que les vaisseaux des missions Apollo à leur retour de la Lune. Sur Terre, un jour précis et à une heure donnée. Autrement, il n'atterrira jamais dans le désert de l'Utah. Une fois encore, Shyam Bhaskaran est aux commandes. À un moment donné, il faut donner l'instruction au vaisseau d'exécuter une manœuvre pour viser la cible voulue. Pour l'erreur, il faut effectuer une correction de trajectoire au bon endroit dans l'espace où les précieux échantillons se perdront dans la galaxie. Le plus difficile, c'est le retour sur Terre. Il faut emprunter un couloir très étroit pour atteindre le site d'essai de l'Utah. Si la sonde Stardust a fait le plus gros travail dans cette mission de 7 ans, elle va larguer la capsule, terminant ainsi sa mission. Environ 4 heures avant l'impact estimé, la séquence de largage de capsule commence. On va couper les câbles qui relient la capsule au vaisseau, puis enlever les bouts. Il y a 3 ressorts qui vont éjecter la capsule. Le vaisseau, en écartant la capsule, lui imprimera une rotation pour stabiliser son orientation. Une fois le retour amorcé, les corrections de trajectoire ne sont plus possibles. À partir de là, tout est joué. La capsule suit une trajectoire balistique. Les corrections de trajectoire sont impossibles. On ne peut même pas la suivre. La capsule entrera dans l'atmosphère terrestre à 45 000 km/h. Soit 10 fois plus vite qu'une balle de revolver. Elle arrivera très très vite. Elle illuminera le ciel. Il y aura un grand filet de lumière qui passera au-dessus de la Californie du Nord, traversera l'État de Californie, puis le Nevada, pour arriver au désert de l'Utah. Dans la bonne direction.
En volant moins vite que la vitesse du son, la capsule perd en stabilité. Un premier parachute va stabiliser la capsule. Puis on déploie le parachute principal à environ 3000 mètres au-dessus du sol. Ça contribue également à ralentir la chute de la capsule. La capsule descend tranquillement vers la Terre. Le centre de commande effectue une dernière correction de trajectoire. La sonde est ensuite déviée sur une trajectoire qui ne la fera jamais revenir sur la Terre. Aucun risque que la sonde percute un jour la Terre. À moins qu'un nouveau pied des fonds levé. Justement, on peut penser à la sonde Pioneer qui a été lancée depuis des années 70. Jusqu'à il y a quelques années, on était encore en contact avec cette sonde. La sonde sera probablement éjectée du système solaire et ira se balader dans la galaxie, tel un ambassadeur interstellaire ou un messager étoilé. Près de 1,4 million de gens se sont inscrits sur Internet et ont gravé leur nom sur une petite puce de silicium emportée par la plateforme Stardust. Je suis fasciné de constater que quand la Terre et que le Soleil ne sera plus le Soleil que l'on voit maintenant, ce sera une naine blanche, ces noms et la plateforme Stardust se baladeront dans la galaxie, quelque part. Tandis que la plateforme part au milieu des étoiles, le succès de cette mission ne repose plus que sur une récupération réussie de la capsule. Plus facile à dire qu'à faire. Récupération doit s'entraîner, toujours et encore, tels les comédiens qui se préparent à une première. Tout doit être fait dans les règles de l'art, sinon la mission échouera. La fenêtre d'entrée n'est pas grande, il ne faut pas passer à côté. Voilà les hommes et les femmes de l'équipe chargés de récupérer la capsule. Ce seront les premiers à avoir un contact humain avec la capsule Stardust depuis plus de 7 ans. Quand la capsule pénétrera dans l'atmosphère terrestre, les scientifiques espèrent que la capsule sera bien porteuse de ce trésor de poussière cométaire. Le succès final de cette mission repose sur eux. L'entraînement est rigoureux, notamment après la mésaventure de Genesis. Cette capsule s'est écrasée dans le désert de l'Utah alors qu'elle contenait des échantillons d'atomes solaires. Le parachute de la capsule ne s'est pas déployé. Donc, pour la capsule Stardust, l'entraînement est intense. Une maquette de la capsule et un hélicoptère occupent une place de premier ordre dans cet entraînement. L'équipe répétera dans l'obscurité, mais pour faciliter les choses, nos hommes commencent en plein jour. La tâche numéro 1, localiser la capsule. Un signal lumineux sur la réplique renvoie les coordonnées GPS. Lors de cet entraînement, l'équipe n'a aucun mal à sécuriser la cible. Si les choses se passent aussi bien le soir de l'atterrissage, les scientifiques seront à deux doigts de découvrir les secrets vieux de 4,6 milliards d'années qui se cachent dans la poussière cométaire. Mais récolter de la poussière n'est pas le seul moyen d'étudier les comètes. Et Stardust n'est pas la première mission NASA à essayer d'y voir plus clair. Deep Impact est une mission sans précédent consistant à délibérément envoyer un impacteur sur une comète. Ok, c'est bien, c'est bien. Le docteur Peter Schultz était co-chercheur sur le projet Deep Impact. La mission Deep Impact avait pour objectif de créer un cratère. En observant le processus, en regardant l'impact du projectile, en observant sa formation, on est à même de déduire quelle est la nature de la surface de la comète. Je ne vais pas voir à l'intérieur d'une comète. On ne sait pas à quoi ressemble la surface d'une comète. Et jusqu'à Deep Impact, on ne pouvait voir que des images, pas même des images haute résolution. Mais Deep Impact a changé la donne. À l'image d'un géologue œuvrant dans l'espace, la sonde Deep Impact creuse sous la surface de la comète, découvrant les richesses du début des temps. On découvre sous la surface une matière qui n'a pas vu la lumière du jour depuis 4,5 milliards d'années. C'est le genre de choses qu'on ne voit même pas avec un télescope. C'est un matériau caché et archivé. Grâce à ce qui est révélé, le docteur Schultz dresse... Une comète, c'est un peu comme ce qui se passe au printemps au nord-est, quand la neige se met à fondre. On voit la neige disparaître, et l'endroit où ça reste, c'est l'endroit qui est lumineux. Tandis que Stardust s'intéresse aux particules individuelles des phases des comètes et à la matière qui se trouve dessous. Ici, dans son laboratoire, le professeur Schultz continue à assembler les pièces du puzzle. Essaie de reproduire l'expérience de Deep Impact, tel un cuisinier cosmique dans une cuisine scientifique. Il recrée l'expérience de l'espace avec ce gigantesque pistolet vertical qui mélange gaz d'hydrogène et poudre à canon pour créer des cratères. Ce pistolet nous permet de tirer une balle à une vitesse proche de celle d'Impact, environ 6 km par seconde. Donc, en percutant une cible, voir le cratère se former.
Aujourd'hui, il teste l'idée selon laquelle la comète a une couche externe molle et une couche interne dure. Ok, c'est parfait. On est très curieux de savoir si la comète est composée d'une matière dure et rocheuse ou si elle est faite d'une matière molle et cotonneuse, sableuse, voire poudreuse. Si l'on se fie au travail déjà effectué, on pense qu'elle est poudreuse. Schultz mélange les ingrédients apparentés à ceux d'une comète qui serviront de cible. Idéalement, il faudrait de la glace sèche, des composés organiques. Ensuite, Schultz entre dans la chambre à vide où la collision avec ces matériaux aura lieu. Il dépose soigneusement la couche molle et la couche dure, censée s'apparenter à la composition d'une comète. Ce qu'on va essayer de voir, c'est si on peut mettre une couche d'un matériau très poreux au-dessus d'un matériau moins poreux. Et si on arrive à reproduire l'expérience de Deep Impact. La chambre est fermée, l'air est évacué pour simuler l'espace, dépourvu de l'atmosphère qui ralentit la dispersion des débris. Une fois le pistolet chargé avec une petite perle de verre, et quand la balle partira, le projectile sera lancé 10 fois plus vite qu'une balle classique. Et voilà, armé et verrouillé. Photo. Si la recette de Schultz est bonne, on devrait voir l'expérience de Deep Impact enregistrée sur une vidéo à grande vitesse. Il faut ça. Très bien. Oh, c'est magnifique. Incroyable. C'est spectaculaire. Les résultats sont partiels, mais la collision réalisée au laboratoire semble s'apparenter à l'impact dans l'espace. Ça va aussi dans le sens de ce que pensait Schultz. La comète a une couche externe molle. On voit bien l'excavation du matériau sous-jacent. Enfin, le docteur Schultz veut savoir pourquoi les comètes ne se ressemblent pas. Elles sont extrêmement différentes. Pourquoi? Peut-être certaines comètes ont-elles passé plus de temps dans une autre partie du système solaire. Peut-être une comète a-t-elle été capturée par Jupiter, envoyée, s'est fait percuter, puis est revenue à un endroit plus sûr, jusqu'à ce qu'elle revienne nous rendre visite dans le système solaire interne. Vous ne visiterez sans doute jamais de comète, mais Peter Schultz compte y faire un tour. Les comètes sont fascinantes, autant pour les enfants que pour les scientifiques. J'en ai vu une quand j'avais 12 ans, et je suis accro depuis. Les comètes sont magnifiques à regarder. Elles sont mystérieuses, elles sont fascinantes. Mais par ailleurs, les comètes sont porteuses des ingrédients nécessaires à la vie, y compris l'eau, la matière organique. Nous sommes issus des comètes. Nous sommes constitués de ce qui constitue les comètes. Tandis qu'une partie des passionnés de comètes deviennent chercheurs, puis il y en a quelques-uns qui font des comètes la passion d'une vie. Ou au sud d'Adélaïde, en Australie, et dirigez-vous vers la mer. Au bout d'une heure, vous trouverez une petite ville avec un secret galactique. Se rendre jusqu'à Yann Kalila est un long trajet. C'est pas le genre d'endroit où on s'attend à trouver un homme comme Bill Bradfield. Toutes celles que j'ai découvertes par moi-même, ça fait 18 au total. Bill est un chasseur de comètes. Je pense en découvrir une autre bientôt. En tout, il a découvert et donné son nom à 18 comètes. Plus que quiconque sur la planète. J'ai peut-être été, notamment en me levant tôt le matin. Ces grandes trouvailles s'étendent sur une trentaine d'974. Quel est le secret du succès de Bill? Il nous présente avec nonchalance sa technique. Il suffit de balayer le ciel et de modifier la hauteur par petites franges et progressivement de monter. Vous devez penser que quelqu'un d'aussi fort... Au fait, Bill est un ingénieur spatial retraité. Doit utiliser du matériel ultra sophistiqué, tirant parti de tout ce qu'il peut pour lui faciliter la tâche. Ça traîne de qui ont fait leurs besoins dessus, mais bon. Eh bien, détrompez-vous. Regardez bien les télescopes de Bill et vous verrez qu'il n'y a rien de plus simple. J'ai construit cet instrument en 1970 quand j'ai eu le virus. Voilà son premier télescope. J'ai découvert 14 comètes avec ça. Un peu de ficelle, un capuchon de bouteille de jus de fruits et une à plus de 100. En 1970, ça m'a coûté 60 $. Du bois de récupération, des boulons et des écrous. Il dit que le secret est dans son support en bois.
On ne peut pas passer et y avoir mal au cou. Il faut pouvoir observer confortablement. Et cet appareil est fait pour ça. Si le confort est important, la connaissance et la patience le sont encore plus. La chasse à la comète se compte en milliers d'heures. Passées seul. J'ai découvert ma première comète au bout de 260 heures. Il traque quelque chose d'éphémère. Quand vous tombez sur quelque chose qui n'était pas là avant, c'est à ce moment-là que l'adrénaline monte. C'est une comète. Utilise un télescope plus moderne et plus puissant. 1 mètre de 5,6, un télescope de type Newton. Il utilise un miroir pour collecter la lumière, ce qui lui permet de voir des objets qui sont très loin. Vous voyez ce miroir et mon reflet? Il a également construit ce télescope de ses propres mains. Le bois vient de chutes de bois. Le miroir collecteur vient de Californie. Il est volumineux, encombrant et pas particulièrement beau, mais il fonctionne. J'ai découvert 3 comètes avec, y compris celle de l'an dernier. Par une matinée claire ou une nuit claire, vous pouvez être sûr que Bill chargera son matériel pour partir à la chasse. Bill a passé tellement de temps ici avec son premier télescope qu'il pense avoir tout vu. Donc le nouveau télescope conçu il y a quelques années lui permet de voir des objets plus éloignés et moins lumineux. Je pense que la probabilité de découvrir une comète visuellement à l'ancienne, c'est-à-dire à ma façon, couvrir encore une autre, parce que je suis capable de me concentrer sur une certaine zone du ciel austral. Ok, je suis prêt. Je n'ai plus qu'à enlever le couvercle. Voilà la queue du Scorpion, la constellation. Muni d'une vieille carte du ciel largement annotée, la chasse peut commencer. Je fais un balayage pour amener un nouveau point au On centre. passe la plupart de son temps à regarder juste au-dessus de l'horizon, là où les gros télescopes modernes, assistés par ordinateur, ne peuvent pas voir, du fait de leur incapacité à s'incliner. Ces zones très basses retiennent encore toute motion. C'est un succès quand Bill repose qui n'est pas sur une carte du ciel. Mais ça ne suffit pas. Le test final, une comète doit bouger. Si ça ne bouge pas, alors ce n'est qu'une étoile de plus. Mais comme les comètes tournent autour du Soleil, le mouvement peut être détecté en quelques minutes. La plupart des découvreurs aimeraient voir leur comète C'est plus grisant. Si c'est une comète peu lumineuse au télescope, ce n'est pas très excitant. Si une des comètes de Bill de vos propres yeux, sortez votre télescope dans une 60aine d'années. La suivante réapparaîtra dans à peu près 120 ans. En attendant, Bill Bradfield, âgé de 76 ans, continuera de chasser. Même si l'on voit beaucoup de comètes depuis la Terre, pour vraiment les comprendre, on doit s'en approcher. Aujourd'hui, Bradfield et d'autres amourmettes ont leurs yeux tournés vers l'Utah. Il de découvrir si la mission Stardust de 7 ans est une réussite ou un échec. Ça oui, je suis ravi de récupérer quelque chose qui vient de l'espace. Ça va être sympa. La capsule Stardust effectue son retour sur Terre à une vitesse 10 fois supérieure à une balle de revolver, atterrissant comme une boule de feu sur le désert de l'Utah. Si tout se passe comme prévu. Le succès de la mission repose sur l'équipe de récupération de la capsule. Ils s'entraînent tellement qu'ils pourraient sans doute faire ça les yeux fermés. Ok, on est bon. Et tant mieux, parce qu'ils vont devoir localiser et récupérer la capsule en plein milieu de la nuit. Pour ce faire, d'une puissante lumière, un projecteur Night Sun. La vitesse et le timing sont essentiels. Tout retard augmentera grandement la possibilité de contamination. Le vaisseau conique a effectué kilomètres au cours de son voyage de 7 ans. La capsule sera placée dans 2 sacs hermétiques pour éviter que des gaz potentiellement nocifs ne s'échappent et pour que les particules rapportées ne soient pas contaminées par des polluants terrestres. Tandis que la capsule Stardust rentre sur Terre, le rêve de futures recherches sur les comètes s'enfonce dans l'espace, incarné par la sonde Rosetta, le projet le plus audacieux de l'Agence spatiale européenne. La sonde Rosetta a été lancée dans l'espace en mai 2004 par une fusée Ariane 5. Son objectif ?
poser un atterrisseur de la taille d'un lave-vaisselle sur le corps d'une comète de la taille d'une petite île pour recueillir des données sur son évolution, tandis qu'elle se dirige vers le centre du système solaire, sublimant sa couche externe de glace et prenant vie à l'approche du Soleil. Rosetta atteindra sa cible en demi-tour que les scientifiques travaillent sur un modèle grandeur nature de l'atterrisseur. Stéphane Ulamek est le directeur du projet. Il faut s'assurer qu'après un voyage fonctionner l'atterrisseur. Et en cas de problème, il faut savoir le régler. On a donc un modèle ici pour tester les commandes et pour jouer aussi un peu avec. Les scientifiques et les ingénieurs ont fait leur possible pour préparer leur petit vaisseau, même s'ils ne savent pas du tout à quoi ressemblera la surface de leur comète. Les précédentes missions sur des comètes comme Stardust et Deep Impact ont soulevé encore plus de questions et de préoccupations. C'est grisant de voir aussi précisément la surface d'une comète et de se dire à quoi pourra bien ressembler notre comète. Est-ce qu'elle ressemblera à ça? Et puis, dans un second temps, on se demande comment sera sa surface? Molle, dure, arrivera-t-il à se poser? L'équipe du projet Rosetta a conçu un atterrisseur adaptable à toute surface. La surface sera peut-être faite de glace, de grains et de poussière. Mais il se peut aussi qu'elle ait une structure plus atypique, de type glacier, avec davantage de neige et de poussière. Une comète active peut être dangereuse et expulser des jets de gaz et de poussière au fur et à mesure qu'elle s'approche du Soleil. L'engin se mettra en orbite autour de la comète pendant 6 mois. Analysera sa surface de glace en quête d'un endroit adéquat pour se poser. Ce qui est certain, c'est que la gravité est très, très faible. L'atterrisseur de Rosetta se pose trop brutalement, il risque de rebondir, de repartir dans l'espace et de disparaître. La solution, 2 harpons vont s'accrocher à la surface de la comète, fixant l'atterrisseur à cette dernière. On veut voir la comète telle qu'elle est. On veut la toucher, on veut, disons, la palper. Et on a des instruments. L'atterrisseur est équipé de 10 instruments. Des caméras qui font office d'yeux, perceuses pour percer la surface de la comète, des analyseurs de bulles, un petit four pour réchauffer les échantillons. Les scientifiques vont trier ces données et chercher la trace de molécules organiques dans l'espoir de résoudre le grand mystère. Les comètes ont-elles fait naître la vie sur Terre? À condition bien sûr que l'atterrisseur survive à son voyage des plus dangereux. Tandis que la comète s'approche du Soleil, évidemment se désintégrer. L'atterrisseur pourrait se retrouver sous des grains de poussière, être éjecté dans l'espace en même temps que le fragment auquel il est attaché. C'est un risque, mais espérons que ça n'arrive qu'une fois et qu'on aura tout. Rosetta sera aux premières loges pendant 1 an, à observer et recueillir des données à même de révolutionner notre connaissance des comètes. Tandis que la sonde Rosetta rejoint sa comète, Stéphane Ulamek attend impatiemment des nouvelles de Stardust. Stardust va nous permettre d'analyser le matériau d'une comète ici, au vol, dans notre laboratoire. Et c'est le rêve de tout spécialiste des comètes. Pouvoir faire. On pourra ensuite utiliser ces informations pour optimiser nos instruments sur la comète. Depuis des siècles, les comètes sont pour les terriens de mystérieux et fascinants visiteurs. On n'a guère eu d'autre choix que de les observer de loin. Maintenant, avec Stardust et Rosetta, nous sommes devenus les voyageurs. Le compte à rebours est lancé. Le messager de la NASA effectue son retour sur Terre, un ultime défi. C'est un vaisseau spatial. On ne peut jamais dire qu'il n'arrivera rien. Toutes ces années pour en arriver à ces voyages sans précédent, de près de 5 milliards de kilomètres et d'une durée de 7 ans au sein du système solaire. Ces scientifiques de la NASA ne peuvent rien faire d'autre qu'attendre. Ici le chef de l'équipe vaisseau. Je viens de parler avec mes ingénieurs ici, et la position à laquelle on se trouve est tout à fait la position prévue. C'est rassurant. Puis, une autre bonne nouvelle. La capsule a été détachée du vaisseau avec succès. À l'heure où je parle, on a pu vérifier que le câble reliant la capsule au vaisseau a bien été coupé. Mais le travail est loin d'être terminé. La capsule Stardust doit survivre à sa fulgurante rentrée atmosphérique. À tous les postes, le module de retour vient de descendre de 5000 mètres. Le parachute principal va s'ouvrir aux alentours des 3000 mètres. La capsule arrivant,
3 hélicoptères équipés de capteurs infrarouges pour un suivi au sol se dirigent vers une zone protégée dans le désert de l'Utah. À toutes les stations, ici le directeur du projet à l'UTTR. Les 3 hélicoptères se trouvent à l'héliport 11. Les scientifiques suivent attentivement l'arrivée de la capsule. Comme en témoigne une soudaine chute de vitesse, le parachute principal s'est bien déployé à 3000 mètres. C'est l'heure estimée pour le parachute principal et on observe une décélération. C'est pas vrai. Ça vient droit sur nous. À tous les postes, le parachute principal est ouvert. La capsule descend tranquillement. Atterrissage prévu dans moins d'1 minute et demie. Quelque plus tard, elle se pose. À tous les postes, la capsule s'est posée. Ces heures d'entraînement sont maintenant mises à l'épreuve. Leur mission, localiser, récupérer et sécuriser la capsule aussi vite que possible. Ils craignent une contamination. Les capteurs infrarouges des hélicoptères passent le désert au peigne fin, en quête de traces de la chaleur émanant de la capsule. Ils sont à la recherche d'un objet de la taille d'une télévision, quelque part, sur une superficie de 1 300 000 hectares. Au bout d'1 heure de recherche, Le second hélicoptère classique est au sol et l'équipage se dirige vers la capsule. l'heure de vérité est arrivée. Tout le monde a hâte de connaître l'état de la capsule. La capsule, apparemment, a rebondi 3 fois avant de se poser. Elle est posée sur le côté et l'équipe prend une série de photos. La suite des opérations consiste à la charger et à la ramener. Un des hélicoptères illumine la nuit tandis que l'équipe vérifie les gaz potentiellement nocifs, tels que le dioxyde de soufre, l'acide cyanhydrique et le monoxyde de carbone. De retour dans la salle des commandes, ils anticipent déjà l'étape suivante. Elle a été mise dans un premier sac, avec un moniteur à l'extérieur, puis dans un second sac. On est maintenant prêt à la charger dans l'hélicoptère et à la ramener à la base. Sur le point d'être ouverte, la capsule est transportée dans la salle blanche. C'est ici que cette capsule de 45 kg est décontaminée après son passage dans l'atmosphère. C'est une immense joie de voir cette mission terminée et réussie, après un voyage dans l'espace de près de 5 milliards de kilomètres, et de voir notre précieuse cargaison ramenée à bon port. On voit bien que la capsule est en excellent état. Elle est un peu calcinée à l'extérieur, mais elle a été conçue pour. C'est une façon de protéger l'intérieur, ou de trouver de la vase, voire de l'eau, qui se serait infiltrée à l'intérieur, ou que la capsule s'ébrèche et s'ouvre complètement, laissant échapper les échantillons dans le désert. Et rien de tout ça n'est arrivé. Un examen détaillé. Puis la capsule effectue un dernier déplacement au centre spatial Johnson à Houston, au Texas. Tout en retenant leur souffle, les scientifiques, avec précaution, ouvrent la capsule. Le trésor leur est révélé. Une véritable mine d'informations constituée de particules de poussière cométaire et interstellaire. Certains résultats scientifiques vont être quasiment immédiats. La première fois qu'on observe quelque chose au microscope, on peut voir des détails qu'on ignorait avant. Mais il faudra des années pour d'autres résultats. Le directeur de projet, Tom Duxbury, peut enfin souffler. Échec. On était peut-être à 2 doigts d'échouer, on ne sait pas. Mais on a eu de la chance. La capsule est intacte. Les chercheurs ont des dizaines d'années de travail devant eux. Tom pilote ce projet depuis le premier jour. Maintenant, la réalité le rattrape. Quand je serai au labo et que je ne m'inquiéterai plus pour le vaisseau ou pour le retour de la capsule, quand je verrai les chercheurs rédiger leur article, pour ma part, je retournerai à ma routine. Ce sera différent. C'est une page de ma vie qui se tourne. Tandis que la mission Stardust touche à sa fin,
un nouveau voyage d'exploration commence. Minuscule particule de poussière de comète rapportée depuis l'autre bout de notre Terre est un monde en soi. Une vérité. Les scientifiques vont étudier ces particules en quête d'indices pouvant fournir des éléments de réponse aux questions fondamentales sur les origines de la vie sur Terre. Mystère des phénomènes célestes et succomber à la beauté fascinante du cosmos. Cosmic Vistas, dans un instant, sur Science et Vie TV. Aujourd'hui, près d'une personne sur 10 vit avec un handicap moteur. Pour face, les scientifiques proposent une nouvelle génération de prothèses et d'implants ultra performants. Avec cette prothèse, je peux porter jusqu'à 32 kilos. Par exemple, je suis capable de transporter une caisse de bière de ma voiture à ma cave. Notre corps sera-t-il un jour entièrement remplaçable? En tant qu'humain, votre corps physique se détériore. Une fois que l'on pourra extraire le cerveau et le conserver vivant dans un récipient, il suffira à inspirer un magnifique corps fait de métal. La fusion des corps et des machines va-t-elle faire de nous des cyborgs indestructibles? Soirée spéciale, dépasser ses limites biologiques. Ce soir, à partir... Les scientifiques le disent et le répètent. La Terre se réchauffe à une vitesse jamais vue dans sa longue histoire. Il y a un lien direct entre le climat et le CO2 atmosphérique. Le changement climatique est devenu une réalité. Ses conséquences aussi. Aujourd'hui, nous pouvons encore agir pour ralentir le processus. C'est ma petite rue, avec les maisons à énergie positive, comme on les appelle. Et on a nos petits jardins et les cabanes pour les vélos, parce que bien sûr, tout le monde ici a son vélo. Mais sommes-nous tous prêts à faire l'effort nécessaire? Il y a de nombreux lobbyistes qui travaillent pour l'industrie des énergies existantes et qui ont un intérêt financier. Changement climatique, mercredi, à partir de 20h45 sur Science et Vie TV. Namaste. Vous vous posez des questions sur les dernières découvertes technologiques, médicales, biologiques ou même gastronomiques? Bref, vous voulez mieux comprendre le monde qui vous entoure? Maîtresse, maîtresse. Le Mac de la science l'a décrypté pour vous. Imaginez la scène, on est au Stade de France. Je me retrouve seul avec cette occasion de marquer le but décisif. Ce qui va faire la différence, ce sont mes bâtonnets. Ah, avance! Allez, allez, pilote du dimanche! Ça fait 2 heures qu'on tourne en rond, bloqué dans le trafic aérien. Figurez-vous que, grâce à mon secret, on a réussi à comprendre les propriétés imperméables de la feuille de lotus. La jelly. Ah, la jelly. Tiens, même la jelly. La jelly. Ça, c'est du dessert où je ne connais pas. Le Mac de la science, votre mode d'emploi pour le monde d'aujourd'hui et de demain. Tous les dimanches à 19h sur Science et Vie TV.
Notre espèce a toujours été fascinée par les étoiles. Quand le titre lueur apparaissent dans le ciel nocturne, ce spectacle provoque envahissement et le désir de mieux le comprendre. Mais pour tous ceux qui s'interrogent sur la nature des étoiles, l'univers représente un défi considérable. Comment pourrait-on espérer comprendre ce qu'on ne peut pas toucher? L'éloignement des étoiles fait qu'il ne suffit pas de les attraper pour voir de quoi elles sont faites. Mais cet éloignement n'est pas un obstacle insurmontable pour notre compréhension. À travers les siècles, les astronomes ont compris que les étoiles finissent par révéler leurs secrets quand on les observe de la bonne manière. Au départ, les penseurs de l'Antiquité comparent les étoiles avec vers 450 avant Jésus-Christ, le philosophe grec Anaxagoras avance que les étoiles doivent être semblables à des roches en fusion qui brûlent et dégagent de la lumière, mais qui sont trop éloignées de nous pour qu'on puisse sentir leur chaleur. En réalité, il n'avait pas complètement tort. Aristote observe les étoiles un siècle plus tard, il n'est pas du même avis. Aristote prétend que les roches ou de quoi que ce soit de présent sur Terre parce que leur comportement est très différent de celui de notre planète. Au lieu de se déplacer en ligne droite comme des autres, les étoiles, dès leur apparition, tournent en cercle autour de nous avant de disparaître au lever du soleil. Et les étoiles n'ont jamais l'air de changer. Aristote les croit éternelles et faites d'une Les idées d'Aristote dominent pendant les 18 siècles qui suivent, jusqu'à ce que les astronomes envisagent les choses différemment. Tout d'abord, ils comprennent que les étoiles ne tournent finalement pas en rond. C'est nous qui tournons, ou plutôt notre planète, qui suit également une orbite incurvée. Plus tard, en 1572, une nouvelle étoile très brillante fait son apparition dans la constellation de Cassiopée. Pendant un temps, elle éclipse toutes les étoiles du ciel nocturne. Après de nombreux mois, elle finit par s'éteindre progressivement avant de disparaître. Aujourd'hui, on sait que cet intrus céleste n'était autre qu'une supernova. La fin explosive d'une étoile gigantesque. Les rêves observés dans une vaste bulle qui flotte dans l'espace à plus de 8000 années-lumière. Mais ce qui intéresse vraiment les astronomes de l'époque, c'est que la supernova est une preuve que même les étoiles peuvent parfois changer. Et puis le télescope est arrivé. Cet appareil révèle en agrandissant l'image des objets lointains. À travers le télescope, les planètes ne sont plus de simples points dans le ciel, mais de véritables à part entière. Le télescope confirme aussi que les étoiles sont encore plus lointaines que ce que les astronomes de l'Antiquité avaient imaginé. C'est loin d'ailleurs pour être des versions lointaines de notre Soleil. Il devient alors de plus en plus considéré que le ciel et la Terre sont deux éléments distincts, alors que tous deux sont gouvernés par les mêmes principes. En 1687, Isaac Newton le démontre une fois en prouvant que sa fameuse loi de la gravité s'applique aussi bien à la Lune et aux planètes qu'à des pommes qui tombent d'un arbre. Mais c'est une autre découverte de Newton qui permettra plus tard aux astronomes d'apprendre. Dans son traité d'optique publié en 1704, Newton montre comme la lumière blanche n'est en fait qu'une combinaison de toutes les autres couleurs. À l'aide d'un prisme de verre, on peut séparer ces couleurs pour former un spectre semblable à un arc-en-ciel.
Newton explique ainsi le fonctionnement des arcs-en-ciel. Mais il faut attendre 1802 pour qu'un chimiste anglais du nom de William Wollaston fasse passer le spectre à l'étape supérieure. Wollaston améliore la séparation des différentes couleurs de la lumière en faisant d'abord passer la lumière du Soleil qu'elle ne traverse le prisme. Il remarque alors que le spectre du Soleil contient quelques fines lignes sombres. Wollaston pense que les lignes sont des bordures qui séparent les différentes couleurs. En réalité, ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. En 1814, un fabricant d'instruments allemand du nom de Joseph Fraunhofer invente un appareil pour mesurer lumière à travers différents types de verres. Quand il l'utilise avec la lumière du Soleil, c'est les mêmes lignes sombres que Wollaston avait vues sur le spectre, mais des centaines d'autres. Fraunhofer ne le sait pas encore, mais cet appareil, appelé le spectroscope, finira par servir à résoudre le mystère de ce qui constitue le Soleil et les étoiles. Mais il faudra d'abord attendre que quelqu'un sache déchiffrer le message caché dans ces lignes pour faire de ce code barque. Dans le monde de la science, il y a toujours eu des moments où le progrès semblait impossible. C'est le cas en 1835, quand le philosophe français Auguste Comte écrit que la composition chimique des étoiles serait toujours bien au-delà des limites de la connaissance humaine. Comte part du principe que les scientifiques doivent se rendre sur les étoiles pour apprendre de quoi elles sont faites. Mais grâce à l'invention du spectroscope, on ne tarderait pas à montrer qu'il avait tort. Le spectroscope disperse la lumière pour former un spectre de couleurs, du rouge au violet. Il montre aussi que le spectre du Soleil est criblé de fines lignes sombres. La lumière est une onde, ces lignes marquent des longueurs d'onde particulières où l'énergie du Soleil a disparu. Mais où est-elle partie? Dans les années 1850, deux physiciens allemands, Robert Bunsen et Gibbs, pour le découvrir. Leurs expériences montrent que lorsque la lumière traverse un gaz, les atomes de ce gaz absorbent une partie de la lumière, mais uniquement à certaines longueurs d'onde spécifiques qui dépendent des propriétés d'un type d'atome en particulier. Cela explique les lignes sur le spectre du Soleil qu'on appelle les raies d'absorption. Kirchhoff et Bunsen se rendent compte que les raies fonctionnent comme une empreinte chimique parce qu'elles révèlent quels gaz sont présents dans l'atmosphère du Soleil. Mais ce n'est que la moitié de l'histoire. Quand les atomes sont chargés de la bonne manière, ils peuvent aussi émettre de la lumière. Cela crée un spectre de raies très lumineuses qu'on appelle des raies qui sont les homologues des raies sombres d'absorption. Pour les astronomes, toutes ces raies spectrales, qu'elles soient sombres ou lumineuses, révèlent un lien entre la Terre et le ciel. Dans un laboratoire, on peut mesurer les spectres de gaz ou de flammes en utilisant des matériaux connus. Ensuite, il suffit de comparer ces résultats avec les spectres du Soleil et des étoiles. Pour la première fois, on a un aperçu de la composition chimique de l'univers. En 1862, l'astronome anglais William Huggins est un des premiers à attacher un spectroscope à son télescope pour explorer le ciel d'une nouvelle manière. Il est très vite rejoint par sa femme et collaboratrice scientifique, Margaret. Aux abords de Londres, les Huggins relèvent le spectre de nombreuses étoiles et autres objets célestes. Parmi leurs cibles se trouve la grande nébuleuse d'Orion, une tache de lumière embrumée située non loin des étoiles de la ceinture d'Orion. Est uniquement constituée de raies d'émission très lumineuses et surtout raies correspondant à l'hydrogène. Cela prouve que la nébuleuse n'est en fait qu'un gigantesque nuage de gaz lumineux, même un nuage qui pourrait un jour se condenser pour former de
En 1864, Huggins observe le spectroscope vers la nébuleuse de l'œil de chat, une masse de gaz en expansion issue de l'explosion d'une étoile mourante. L'œil de chat produit une raie d'émission verte qui ne semble correspondre à aucun élément connu. Huggins surnomme cette substance mystère le nébulium. Il faudra 60 ans aux astronomes pour comprendre que cette raie verte est en fait produite par des atomes d'oxygène. Cet état énergisé révèle la haute température et la basse pression de l'environnement interne de la nébuleuse, qui s'étend à près de 60 000 km/h. Mais une des vraies grandes découvertes liées au spectroscope a lieu en 1868. En août de la même année, un astronome français du nom de Jules Janssen utilise un spectroscope. Janssen espère isoler la lumière d'une protubérance solaire, un ruban brillant de gaz ionisé suspendu au puissant champ magnétique du Soleil. En temps normal, les protubérances sont invisibles parce que la surface du Soleil est trop brillante. Mais lors d'une éclipse totale, les plus grandes protubérances sur le tour du Soleil sont immédiatement visibles à l'œil nu. Et quand Janssen dirige son spectroscope dans leur direction, il voit des raies d'émission qu'il n'a jamais vues. En fait, elles ne correspondent à aucun gaz connu. Janssen découvre rapidement que les mêmes raies d'émission peuvent être observées sur le spectre du Soleil, sans même qu'une éclipse soit nécessaire. Au même moment, en Angleterre, un astronome du nom de Norman Lockyer ouvre la démission. Tout comme Janssen, Lockyer admet que ces raies sont produites par un élément en... Il lui donne le nom d'hélium, le dieu grec du Soleil. Il faut attendre 27 ans de plus pour que l'existence de l'hélium soit enfin confirmée en laboratoire. Mais cette découverte sur le Soleil rend Janssen et Lockyer célèbres. Lockyer devient même le rédacteur fondateur de la revue scientifique Nature. À la fin du 19e siècle, le spectroscope a déjà prouvé des étoiles. Mais son plus grand triomphe est encore à venir. En 1925, la quête pour comprendre de quoi son fils semble être revenue à son point de départ. 24 siècles plus tôt, Anaxagore avait une roche en fusion. Maintenant, le spectroscope suggère la même idée. En le dirigeant vers le Soleil et d'autres étoiles plus lointaines, spectrales qui correspondent au sodium, au calcium, au magnésium, au fer et à bien d'autres éléments qu'on trouve communément dans les mers. C'est ce qui persuade l'astronome américain Henry que la terrestre était chauffée à la même température que celle du Soleil, alors elle a le même spectre que le Soleil. Russell est un véritable expert des étoiles et son influence fait autorité dans le monde scientifique. Mais son univers tout entier est sur le point d'être vu. Les bases de ce changement sont établies quelques années auparavant par un groupe de femmes remarquables qui travaillent à l'observatoire de l'université de Bridge, dans le Massachusetts. Avant l'avènement des ordinateurs, le directeur de l'observatoire, E.E. Pickering, doit traiter une énorme quantité de données qui lui viennent des cieux. Le développement conjoint de la photographie et de la spectroscopie a permis de capturer et d'enregistrer sur des plaques photographiques les spectres de dizaines de milliers d'étoiles. Pickering ne peut pas gérer toutes ces données tout seul. Mais son budget ne lui permet pas d'engager une armée d'astronomes. C'est pour ça qu'en 1881, il engage sa gouvernante, Williamina Fleming. Fleming a été professeur en Écosse et maîtrise rapidement l'art de cataloguer des étoiles selon leur raie spectrale. Elle invente son propre système de classification et examine elle-même plus de 10 000 étoiles et plaques photographiques.
Pick Rings de responsable. En 30 ans, ces femmes posent à elles seules de l'astrophysique moderne. Cannon est un des membres les plus importants de l'équipe. Elle arrive à l'abattoir en 1896. Elle gagne peu à peu de l'expérience et devient vraiment prolifique dans sa classification des étoiles. Elle peut cataloguer jusqu'à 3 étoiles par minute. On estime qu'elle a classifié environ 500 000 étoiles individuelles dans toute sa vie, plus que n'importe qui dans l'histoire. Cannon développe également un système plus avancé pour cataloguer les étoiles. Son approche montre qu'il existe une progression dans les raies spectrales quand on passe d'un type d'étoile à un autre. Certaines raies sont plus intenses, alors que d'autres s'estompent. C'est un indice important, mais c'est une autre astronome qui comprend ce qu'il signifie. Cecilia Payne a grandi en Angleterre. Elle a toujours été fascinée par la science des étoiles. En revanche, les opportunités pour les femmes sont pour ainsi dire non existantes dans le monde de l'astronomie. En 1923, elle arrive à l'observatoire de l'université de Harvard pour rejoindre un tout nouveau programme éducatif. En travaillant sur les données de Cannon, Payne commence à comprendre la vie cachée derrière le système de classification. Elle comprend que le spectre n'est en fait qu'une manière de mesurer la température d'une étoile. Les étoiles à différentes températures ont des atomes énergisés de différents éléments et de différentes manières, ce qui donne un ensemble unique de raies spectrales. Mais l'analyse de Payne montre aussi que l'élément dominant de la plupart des étoiles semble être l'hydrogène. En 1925, Payne résume ses découvertes dans sa thèse. Mais quand Henry Norris Russell que sa conclusion sur l'hydrogène doit être erronée, Payne donc une ligne à sa thèse pour décréditer sa plus grande découverte. Il montre que c'est lui qui avait tort, et il admet son erreur. L'incroyable vision de Cecilia Payne était correcte. De nos jours, les astronomes savent que l'hydrogène est l'élément le plus abondant dans les étoiles. Et derrière cette fascinante histoire scientifique. Aujourd'hui, il est clair que les étoiles naissent dans des nuages de gaz d'hydrogène, comme la nébuleuse d'Orion que William Huggins avait étudiée. Une action nucléaire qui change l'hydrogène en hélium ou en autre. Après quelque temps, les étoiles meurent et les éléments qu'elles ont créés sont relâchés dans l'espace, comme dans la nébuleuse de l'œil de chat. L'étoile sème dans l'univers les matériaux bruts nécessaires pour et la vie. C'est le plus grand secret que le spectroscope ait jamais révélé. Un secret percé en plus d'un siècle et demi par une succession d'hommes et de femmes remarquables. Grâce à eux, on sait aujourd'hui de quoi sont faites les étoiles. Et d'une certaine façon, ils nous ont aussi appris que nous étions faits d'étoiles.